que vous êtes joints à nous. Donc, bienvenue et désolé du petit contretemps technologique. Donc, bienvenue à l'atelier sur la réduction des GES à travers la cuisine, l'alimentation sur les campus. Je m'appelle Judy Vargatot et je suis la gestionnaire du projet Impact Climat pour Collège et Institut Canada. On est très content de vous avoir avec nous et je vais poursuivre avec une reconnaissance du territoire pour SICAN et aussi, bien sûr, pour le pays, pour nous toutes et tous. Donc, SICAN est situé ici à Ottawa, sur le territoire non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquin. Ici à Ottawa, c'est ça. SICAN reconnaît les Algonquins comme les gardiens et les défenseurs coutumiers du bassin versant de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Nous honorons leur longue histoire d'accueil de nombreuses nations sur ce magnifique territoire et nous soutenons et élevons la voix et les valeurs de notre nation hôte. De plus, SICAN respecte et affirme les droits inhérents issus de traités de tous les peuples autochtones à travers ce pays. SICAN continue à honorer les engagements vers l'autodétermination et la souveraineté que nous avons fait aux peuples et nations autochtones. De plus, SICAN reconnaît aussi l'oppression présente et historique des terres et des cultures et des peuples d'origine dans ce que nous connaissons maintenant comme le Canada et croit fermement que la décolonisation contribue au cheminement de guérison que nous partageons tous ensemble. Donc, merci encore une fois d'être avec nous. Ici, vous voyez l'ordre du jour pour ce webinaire aujourd'hui. Donc, on a beaucoup de panélistes et beaucoup de contenu à vous partager. Mais on vous encourage, dans un premier temps, d'utiliser le chat box ou la boîte de clavardage pour toutes vos questions et commentaires. Sentez-vous à l'aise. Tous nos conférenciers seront prêts à vous répondre aussi dans le chat. Si vous avez des commentaires ou vous voulez partager quelque chose, des liens ou des questions, allez-y, s'il vous plaît. On voudrait que ça soit un peu interactif comme webinaire. Je vais vous présenter nos panélistes dans la prochaine diapo. Puis après, je vous donnerai un petit survol du projet Impact Climat. Laetitia, voilà. Comme je vous ai dit, je suis la gestionnaire du projet Impact Climat et je remarque que Chantal, une de nos conférencières, essaye de se joindre. Est-ce qu'elle est avec nous? Laetitia, je ne sais pas si elle nous a trouvés. J'aurais à lui. Tu vas aller voir? Oui. Merci, Sandra. Voilà, donc la prochaine diapo, Laetitia. Donc, voici, nous allons avoir 4 panélistes. On va commencer avec Eva, qui viendra nous parler de l'impact de nos choix alimentaires sur les GES, sur nos campus, et bien sûr personnellement. Puis après, on aura un survol d'un beau projet de Chantal qui nous vient du Collège de Bois de Boulogne. Et aussi, elle va nous parler un peu du contexte de la politique alimentaire pour le Collège de Bois de Boulogne, suivi par Sabine Bouchard qui nous parlera de la recherche appliquée au Collège Boréal en Ontario, la recherche appliquée qui touche bien sûr sur l'alimentation. Et puis par après, prochaine diapo, nous allons avoir Rémi-Paul Duval qui va nous parler du travail que fait plusieurs de nos membres avec Sodexo Canada pour former les chefs, former ceux et celles qui travaillent dans nos cuisines, dans les cafétérias et qui travaillent avec Sodexo pour apprivoiser des nouvelles approches alimentaires plus respectueuses du climat, si vous voulez. Donc, prochaine diapo. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui sont membres de SICAN, vous nous connaissez un peu, mais peut-être que vous n'êtes pas au courant que notre réseau pan-canadien est le plus grand réseau canadien d'études supérieures
et que nous représentons 140 membres et que 95 des Canadiennes et Canadiens, aussi bien que 86 des peuples autochtones, vivent à moins de 50 kilomètres d'un de vos campus. Donc, on est vraiment un secteur collégial assez grand, assez important. Et donc, ce que nous faisons va vraiment impacter le pays. Donc, vos choix au niveau de vos campus servent d'exemple pour toutes les parties du Canada. Et donc, c'est très important de bien choisir et d'être un modèle pour l'écologisation partout. Donc, la prochaine diapo, s'il te plaît. Entre autres, nous sommes inspirés ici à SciCan des objectifs de développement durable. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes des signataires aussi de l'accord global des ODD, comme est SICAN. Et donc, on s'inspire de ces objectifs mondiaux vraiment ambitieux qui vont durer jusqu'à l'année 2030. Et en particulier, pour ce projet, le projet Impact Climat, dans le cadre duquel nous avons ce webinaire, nous nous inspirons de l'ODD numéro 13, donc les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Et aujourd'hui, bonjour Chantal, tu nous as trouvés. Donc, dans le cadre du projet Impact Climat, on veut vraiment aider nos membres, les collèges, les cégeps, à réduire leur GES. Et nous savons que deux façons de le faire, des façons très importantes, c'est par le biais du transport et aussi de l'alimentation. Prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, le projet Impact Climat, vous allez entendre Chantal vous parler du projet qui a été financé en partie par ce projet-là. Et je vais vous parler à la fin de l'atelier, donc restez ici jusqu'à la dernière minute, si vous pouvez, du financement que nous avons disponible pour vous. Si vous êtes membre de SICAN, vous pouvez accéder au même financement que Chantal a reçu pour son beau projet aquaponique. Et dans le cadre du projet Impact Climat, nous offrons aussi d'autres opportunités de réseautage, d'outillage, de ressources et de formation. Je vois Catherine ici, qui est une championne du projet et qui a beaucoup bénéficié déjà au Cégep de Jonquière d'autres volets du projet Impact Climat, entre autres le défi Impact Climat, qui vous accorde si vous êtes gagnant, vous allez recevoir une bourse étudiante qui vaut 3 000 que vous pouvez verser à un ou une étudiante de votre campus qui est champion en action climatique. Et donc, Catherine a réussi à gagner ce prix au Cégep de Jonquière et nous lançons la troisième version de ce défi le 14 février, mais vous pouvez vous inscrire dès demain pour participer à ce concours-là. Et vous voyez sur la diapo d'autres façons dont on vous soutient. Donc, si vous êtes ici pour la première fois et vous entendez parler de ça pour la première fois, s'il vous plaît, envoyez-nous un courriel. Si vous pouvez, Laetitia, Sandra, mettre votre adresse courriel dans le chat. S'il vous plaît, envoyez-nous un courriel. On est content de vous rencontrer pour vous expliquer en détail comment vous pouvez bénéficier de ce projet et comment vous pouvez participer aux divers comités et communautés de pratique. Donc, prochaine diapo. Voilà. Donc, dans le cadre du financement pour les projets démonstration de laboratoires vivants sur les campus, donc c'est le projet de Chantal, on a sondé les collèges qui participent. On a financé 20 projets jusqu'à date. Et ici, vous voyez les différents ODD sur lesquels les projets ont un impact. Donc, vous voyez que la plus grande boîte, c'est pour l'ODD 13. Donc, tous les projets touchent sur l'ODD 13, mais vous voyez aussi que les projets touchent, entre autres, sur l'ODD 4, 3, 11 et 12, mais aussi plusieurs autres ODD. Donc, on est très fiers du travail qu'ont fait Chantal et ses collègues. Et donc, je pense que vous allez trouver sa présentation super intéressante. Prochaine diapo.
Voilà. Donc maintenant, je vais passer la parole, à Eva, qui va venir nous parler, du beau travail que fait, Forward Food, un projet de formation, en alimentation, écologique, durable et ainsi de suite. Donc, Eva, je te passe la parole et je te rappelle que tu as 20 minutes pour nous présenter, les informations que tu as préparées. Merci beaucoup. Merci à toi, merci tout le monde. Alors, je suis Eva Damjanovic, responsable de campagne senior pour Humane Society International Canada, qui est un organisme à but non lucratif de protection animale. En toute transparence, moi, je travaille principalement sur les animaux de compagnie, mais j'assure aussi le volet francophone de notre programme Forward Food, qui est chapeauté par mes collègues Rihanna et Makayla, qui sont également sur l'appel aujourd'hui. Donc, nous allons vraiment rapidement voir qu'est-ce que c'est ce programme-là et pourquoi les aliments d'origine végétale sont respectueux de la planète. Donc, prochaine diapo. Rapidement, le programme Forward Food, en gros, c'est un programme de ressources culinaires innovants et gratuits. Alors, notre mission, c'est d'offrir à les membres de l'industrie agroalimentaire, les professionnels de la restauration, vraiment tout le monde qui sert de la nourriture, à répondre à la demande croissante de plats entièrement végétaux parmi les consommateurs. Et tous les services que nous offrons sont entièrement gratuits. Donc, concrètement, ce qu'on fait, on va collaborer avec des chefs, des diététiciens, des professionnels dans des établissements de toutes sortes, là, que ce soit des établissements d'enseignement, de santé, des restaurants, des points de vente, d'autres entreprises. Nous organisons avec eux des formations, des ateliers. On va faire des démonstrations culinaires. On va aider les entreprises à élaborer des recettes et des menus. On va leur offrir même des conseils marketing pour promouvoir ces nouveaux menus, ces nouveaux items sur leur menu. Donc, on a vraiment toutes sortes de méthodes là, de vous aider à incorporer un peu plus de repas à base végétale. On va offrir tout ce que vous avez besoin là, vraiment pour ça. Alors, prochaine diapo, c'est un petit, l'autre d'après, c'est un petit vidéo qui va un peu répéter ce que je viens de dire et vous montrer en image le programme. Mais au moins, vous voyez les images. Donc, c'est les formations que nous avons données au fil du temps. Je ne sais pas si on va le rejouer. Nous avons formé des centaines de professionnels. Humane Society International Canada collabore avec le secteur des services alimentaires pour augmenter l'accès à de délicieux repas d'origine végétale. Nous aidons les entreprises de services alimentaires et de programmes de restauration à faire en sorte que leur menu comporte environ 20% d'options d'origine végétale, d'une transition bénéfique pour la planète, la santé humaine et le bien-être animal. Nous avons formé des centaines de professionnels du secteur alimentaire et nous pouvons vous aider, vous aussi, en signant l'engagement Forward Food, les programmes de restauration des universités, des hôpitaux, des sociétés et des entreprises de gestion des services alimentaires peuvent bénéficier de notre soutien professionnel et de nos ressources sans frais. Si vous avez besoin de recettes d'origine végétale personnalisées, d'aide pour faire en sorte que votre équipe adhère au projet, pour suivre et promouvoir vos efforts en matière de durabilité, ou créer un plan marketing solide, nous pouvons vous aider. Pour en savoir plus sur notre travail, veuillez consulter la page forwardfood.org/Canada. Donc, vous l'avez entendu dans la vidéo, la seule chose que nous demandons en échange de ces services que l'on offre, c'est que nos partenaires s'engagent de manière significative à nous aider à mettre en place un système alimentaire qui est meilleur, plus sain, plus durable. Et pour atteindre cet objectif, nous demandons aux partenaires de signer l'engagement Forward Food. Donc, ils vont s'engager en signant cet engagement de faire en sorte d'intégrer 20% de produits d'origine végétale à leur offre alimentaire actuelle, donc 20% de plus.
Et quelques données par rapport à l'impact que nous avons par rapport à l'année dernière avec le programme, c'est sur la prochaine diapo. Donc, 9 établissements ont signé l'engagement Forward Food pour que leur offre alimentaire soit au moins 20 plus végétale. Et avec juste en 2023, on s'assure ainsi que près d'1 million de repas plus durables, plus sains, plus compatissants seront servis chaque année. Donc, c'est un impact énorme. Avant de plonger dans les raisons qui nous visent à promouvoir ce programme, je voulais faire la petite distinction entre ce que c'est une alimentation d'origine végétale versus une alimentation d'origine principalement végétale. Donc, lorsqu'on parle d'origine végétale, donc plant-based en anglais, on parle de produits qui sont 100% sans produits d'origine animale. Autrement dit, là, des produits véganes ou végétaliens, mais nous préférons le terme vraiment d'origine végétale parce qu'il y a plus de gens qui vont se reconnaître dans ce terme, notamment les flexitariens qui vont manger encore occasionnellement des produits d'origine animale. Et l'autre terme que nous utilisons également, c'est alimentation d'origine principalement végétale. Donc, dans ce cas-ci, en anglais, c'est plant forward. Et là, on parle de produits qui sont élaborés principalement à partir de plantes, mais qui peuvent quand même contenir des produits d'origine animale, donc en petite quantité. Donc, nous, Forward Food, on encourage évidemment ces deux modes d'alimentation, mais en tant que programme, tout ce que nous proposons va être d'origine 100% végétale. Comme ça, on s'assure que c'est accessible au plus grand nombre, mais aussi parce que c'est l'approche qui va avoir le plus d'impact. Alors, il y a des différentes raisons pour lesquelles pourquoi consommer des produits d'origine végétale pour la planète, pour la santé, pour le bien-être animal, pour faire des économies et l'inclusivité. Donc, nous allons plonger dans les détails de toutes ces raisons durant le reste de la présentation. Donc, on va commencer par l'environnement, donc protéger notre planète. Je vais aussi vous dire, avant de me lancer là-dedans, je ne suis pas scientifique, là, mais les données que je vous présente aujourd'hui sont prises de sources crédibles et vérifiées. Donc, je ne maîtrise pas tous ces concepts, mais nous nous basons vraiment sur des sources très fiables pour vous présenter ces données. Alors, prochaine diapo. Nous pouvons passer à l'autre aussi. Donc, on était rendu à la déforestation. Donc, c'est l'autre d'après. Alors, un exemple, voici l'agriculture qui est la cause première de déforestation dans le monde. Donc, elle est responsable d'environ 80% de la déforestation mondiale, ce qui est pratiquement toute la déforestation. La majorité est due spécifiquement à l'élevage. Donc, ça s'explique par le fait que d'énormes surfaces de forêt vont être brûlées ou défrichées pour faire de la place pour le bétail ou pour d'autres cultures qui serviront à nourrir le bétail. Donc, c'est vraiment une situation extrêmement alarmante. La BBC rapporte qu'à chaque minute, nous défrichons l'équivalent d'un terrain de soccer dans la forêt amazonienne et c'est principalement pour nourrir le bétail. Quelques termes dans la prochaine diapo que je vais utiliser et vous avez ici des définitions. Donc, empreinte carbone, CO2, le E, c'est pour équivalent. Donc, vous avez les définitions, je n'ai pas besoin de les lire. Ce qui est à retenir, là, c'est que on va vraiment prendre des mesures complètes d'émissions, calculer vraiment tout ce qui rentre en jeu dans la production parce que ça va nous donner vraiment la mesure la plus complète de l'impact que vous avez selon les différents types de produits que vous servez. Ici, il y a d'autres termes. Donc, ce qu'on retient de ça, c'est que évidemment, là, on calcule vraiment tout ce qui rentre en jeu dans la production des aliments et selon 2 chercheurs de la Banque mondiale, lorsque toutes les émissions sont correctement comptabilisées, l'élevage mondial est responsable d'au moins 51% des GES émis. Donc, c'est énorme, c'est plus de la moitié. Alors, prochaine diapo.
L'élevage en lui-même est également une source importante d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est bien connu que l'élevage intensif est responsable de plus de gaz à effet de serre que l'ensemble du secteur des transports. Et ceci est en partie dû au fait que les animaux eux-mêmes vont générer des gaz et en partie au fait que la production de viande nécessite d'énormes quantités de terre, d'eau, d'engrais, de pétrole et d'autres ressources. Donc, nous, de toute évidence, exerçons une pression énorme sur notre environnement naturel pour produire de grandes quantités de viande, de poissons, de produits laitiers et d'œufs, dont la production nécessite généralement beaucoup plus de ressources que les aliments d'origine végétale. Les aliments d'origine végétale et les régimes qui sont associés à la consommation de ces produits ont généralement une empreinte carbone alimentaire beaucoup plus faible que toutes ces autres diètes. Prochaine diapo. C'est un autre graphique qui, lui, montre les émissions de gaz à effet de serre de différentes protéines, qui va aussi démontrer cette tendance. Donc, dans ce cas-ci, la conclusion est que même sans tenir compte des émissions de méthane, qui sont quand même très importantes et très puissantes, les aliments d'origine végétale peuvent émettre jusqu'à plus de 10 fois moins de gaz à effet de serre que les produits d'origine animale. Prochaine diapo. Il y a aussi évidemment l'utilisation de l'eau. On va obtenir des données semblables. Donc, il est important de noter que la quantité d'eau nécessaire pour produire ne serait-ce qu'une litre de la nourriture que nous consommons est importante et l'élevage nécessite une énorme quantité d'eau pour le bétail et la croissance des cultures. Il va contribuer également de manière significative à la pollution de l'eau, ce qui va compromettre encore davantage la disponibilité de cette ressource de l'eau. Donc, une fois de plus, lorsqu'on regarde la production d'aliments d'origine végétale, elle va requérir vraiment généralement moins de ressources que celle d'aliments d'origine animale. Prochaine diapo. La perte de la biodiversité, c'est une autre conséquence malheureuse de l'élevage et du changement climatique. Donc, en réalité, l'élevage est la principale cause de destruction des habitats dans le monde en ce moment et en date de 2018, les modes d'alimentation des humains avaient causé la disparition de 83% de tous les mammifères sauvages et de la moitié des espèces végétales dans leur ensemble. Donc, on a vraiment réussi à complètement changer l'équilibre naturel des espèces vivantes sur Terre. Il y a maintenant presque 2 fois plus d'animaux de ferme sur la planète que d'humains et d'autres animaux sauvages réunis. Donc, juste parce que ce sont des animaux que nous consommons, que nous mangeons, ils vont nous dépasser là, en termes de nombre. Un rapport de 2021 avertit que la perte de biodiversité continuera de s'accélérer à moins que nous ne modifions la façon dont nous produisons nos aliments, ce qui suppose là, une transition vers des régimes alimentaires plus riches en produits végétaux et délaisser un peu la consommation de ces animaux. Prochaine diapo. Donc, l'élevage ne se limite pas aux animaux terrestres. La surpêche est elle aussi un problème majeur lié à nos systèmes alimentaires actuels. Donc, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 70% des pêcheries mondiales sont pleinement exploitées, surexploitées ou considérablement épuisées en raison de la pêche. Donc, nous perdons des espèces, mais aussi des écosystèmes entiers, ce qui menace en retour notre survie en tant qu'espèce. C'est un écosystème super fragile. Prochaine diapo. L'eutrophisation, et là, on rentre dans des termes que je maîtrise un peu moins, là, mais ce qu'on retient, là, c'est vraiment encore une fois la pollution qui va créer des problèmes dans les cours d'eau. Et ce phénomène d'eutrophisation qui est expliqué dans cette illustration va se traduire par des zones mortes où la vie marine va vraiment peiner à survivre en raison de l'approvisionnement en oxygène. En fait, c'est ça qui arrive là, avec le phosphore et l'azote qui vont s'accumuler dans l'eau. Et l'agriculture animale va contribuer à ce phénomène de plusieurs manières.
Donc, l'utilisation d'engrais sur les cultures qui est souvent motivée par la demande d'aliments pour les animaux, pour les nourrir, va libérer des quantités excessives de nutriments dans les masses d'eau, les eaux de ruissellement des fermes d'élevage également, qui contiennent du fumier, d'autres déchets, vont également s'introduire à des niveaux élevés dans les systèmes aquatiques. Et c'est ce qui perturbe en fait les écosystèmes aquatiques et pose des problèmes environnementaux. Prochaine diapo. Donc, en raison des ressources nécessaires à la production d'aliments d'origine animale, la viande est un aliment très inefficace. En moyenne, il faut près de 5 calories végétales pour produire une calorie de viande comestible. Ça, c'est pour le poulet, par exemple, 9 calories végétales pour produire une calorie de viande comestible à partir d'un porc et 25 calories végétales pour produire une calorie de viande comestible à partir d'une vache. Donc, avec la population qui devrait dépasser les 9 milliards d'habitants d'ici 2050, l'adoption d'un régime alimentaire plus végétal est un moyen important d'améliorer la sécurité alimentaire et qui va nous permettre de nourrir davantage de personnes. Prochaine diapo. Donc, vous êtes tous tombés sur des articles, nombreux articles qui paraissent, des études, des rapports alarmants qui concernent le changement climatique et le temps limité dont nous disposons pour résoudre le problème. C'est vrai que c'est inquiétant pour tous. Par contre, bonne nouvelle, nous pouvons encore améliorer la situation assez facilement et c'est en adoptant un régime alimentaire d'origine entièrement végétale ou principalement végétale, car cela contribue grandement à résoudre certains des problèmes d'origine environnementaux les plus urgents auxquels l'humanité fait face actuellement. D'ailleurs, de nombreux chercheurs ont conclu qu'un changement de régime alimentaire était absolument essentiel pour lutter contre le changement climatique et éviter une crise écologique. Donc, d'où l'importance de ce que nous faisons aujourd'hui. Passons à l'autre diapo. Donc, pour conclure sur cet aspect de l'environnement, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU décrit les régimes alimentaires d'origine végétale comme une possibilité majeure d'atténuer le changement climatique et de s'y adapter. Et son rapport spécial sur ce sujet comprend d'ailleurs une recommandation de politique visant à réduire la consommation de viande. Donc, le message semble très clair. Plus nous sommes en mesure de réduire notre dépendance à l'égard des aliments d'origine animale, plus nous pouvons atténuer le problème climatique auquel nous sommes confrontés. Ensuite, deuxième grande raison, la santé. Selon les sondages, c'est en fait la principale motivation des gens du public qui vont opter pour des plats d'origine végétale. C'est leur propre santé à eux. Donc, prochaine diapo. Il y a vraiment de nombreuses recherches qui montrent que les régimes riches en aliments d'origine végétale ou qui vont comprendre très peu ou voire pas du tout de produits d'origine animale sont les plus optimaux pour la santé. Il existe un lien clair entre le fait que de manger plus d'aliments d'origine végétale et la réduction du risque de développer divers cancers, du diabète de type 2, obésité, hypertension artérielle et maladies cardiaques. Et ces problèmes de santé, comme vous êtes peut-être au courant, sont les principales causes de décès dans le monde, en particulier dans les pays industrialisés comme le Canada. Ensuite, il est prouvé que les régimes à base de plantes peuvent réduire l'incidence de bon nombre de maladies les plus mortelles auxquelles nous sommes exposés. Et vous êtes sûrement au courant, le nouveau guide alimentaire canadien va dans ce sens également. Il est suggéré qu'environ 7/8 de nos assiettes devraient être remplies d'aliments d'origine végétale. Prochaine diapo. Le bien-être animal, donc lorsqu'on parle de consommation d'animaux, bien sûr, on ne peut que penser à la question de bien-être animal. C'est aussi une raison importante là, par rapport au choix alimentaire que nous faisons. Alors, l'un des meilleurs exemples, prochaine diapo, est ce que nous appelons les systèmes de
confinement intensif. Donc, on parle ici de cages et d'enclos dans lesquels les animaux vont passer la majeure partie de leur vie. Avec ces systèmes, il est vraiment impossible pour eux de vivre comme ils le feraient dans la nature. Donc, par exemple, les poules pondeuses, les truies, des trucs de gestation. C'est vraiment une vie un peu infernale pour les animaux et c'est de plus en plus visible pour le public qui essaie d'éviter ce genre d'encourager ce type de méthode. Passons à la diapo suivante. Donc, des économies. C'est probablement une évidence pour chacun et chacune d'entre vous, mais il est tout de même important de le mentionner. La viande constitue souvent la partie la plus chère du budget alimentaire d'un service de restauration. Donc, en remplaçant les protéines animales par des ingrédients d'origine végétale, une entreprise peut réduire considérablement ses coûts alimentaires. Ici, on a un petit exemple dans la prochaine diapo. En remplaçant le bœuf haché maigre par des lentilles dans des Sloppy Joes, un professionnel de la restauration peut réduire les coûts des aliments d'environ 2/3 et ça reste tout aussi bon. Autre exemple qui va dans le même sens dans la prochaine diapo, c'est salade de thon. En utilisant des pois chiches à la place du thon, une entreprise peut réduire ses coûts de plus de 80%. Alors forcément, lorsque vous servez des centaines ou des milliers de repas par jour, bien, vous allez économiser grandement et ça représente une somme considérable. Alors, je pense que c'est maintenant un bon temps pour faire notre activité. Merci. Oui, bien sûr. Alors, il y a un lien, je crois, qui est dans le chat que vous pouvez cliquer. Et l'idée là, derrière l'activité, c'est que vous ajoutiez des items de menu que vous avez en ce moment peut-être dans vos menus et de voir comment ils pourraient être végétalisés ou simplement de proposer des idées de menus et nous pouvons trouver une façon de les rendre à base de plantes. Donc, il y a déjà des exemples et je les ai mentionnés un peu dans les diapos, les Sloppy Joes. Mais il y a aussi ici, on voit des œufs brouillés avec saucisses. Donc, souvent pour le déjeuner, les œufs sont extrêmement populaires. Comment on rend ça à base de plantes? Ben, le tofu. Le tofu est un remplacement vraiment génial pour les œufs parce qu'il peut être brouillé. Il y a vraiment un effet un peu d'œuf brouillé et on y met là, vraiment n'importe quel ingrédient épice pour le rendre goûteux et ça fait l'équivalent d'œuf brouillé. Macaroni au fromage, très facile aussi. On a des bases de crème de fromage là, à base de noix de cajou, mais aussi à base de toutes sortes de choses qui peuvent faire l'effet d'un macaroni au fromage. Donc, sauce spaghetti, quelqu'un a écrit sauce spaghetti, on remplace le bœuf haché par PVT, mais ça peut être par toutes sortes de choses aussi, là, du tofu émietté ou maintenant, là, il y a même des produits préfaits. Là. Les pâtes, en fait, c'est un bon exemple parce que les recettes qui existent sont déjà extrêmement végétales. Là, donc, on le fait déjà naturellement, avoir des pâtes aux tomates ou à l'huile, à l'ail, tout ça. Sauce à la crème, on remplace par de la sauce à la crème de cachou. Ça, c'est une bonne suggestion également. Quelqu'un a mis boulettes de viande, boulettes à base de tofu ou céréales, oui. Alors, peut-être notre participant peut remplir et puis nous irons avec les autres présentations et nous pouvons retourner chez le fin de la télé et regarder. Merci. Ah oui, parfait.
Oui, donc continuez à rajouter vos idées et je peux vous dire que j'ai participé à une formation Forward Food au Collège Fleming en Ontario en 2019 et j'ai été bouleversée par les recettes, les menus, les offres. C'était vraiment exceptionnel et il y avait pas un manque de bon goût ou de satisfaction alimentaire à la fin. Donc, vraiment excellent. Donc, continuez à mettre même quelque chose de très compliqué que vous êtes presque certaine qu'ils ne peuvent pas vous aider et je suis certaine qu'ils vont pouvoir vous donner des suggestions. Donc maintenant, on va passer à Chantal Nunez qui nous vient du Collège de Bois-du-Boulogne pour présenter son projet et d'autres aspects du travail alimentaire du collège. Donc, à toi la parole, Chantal. Bien, merci beaucoup. Merci également pour la belle invitation à venir présenter notre projet de démonstration qu'on a fait dans le cadre du laboratoire vivant sur le campus d'Impact Climat. Alors, notre projet tenait à mettre en place ou à faire la co-conception en fait d'une infrastructure aquaponique. Donc, à la diapositive suivante, je vais vous présenter brièvement ce qu'est l'aquaponie. En fait, c'est un système alimentaire alternatif écologique qui, en fait, est conçu grâce à la symbiose de l'aquaculture, donc l'élevage de poissons, avec l'hydroponie, qui est la culture hors sol de végétaux. Et en gros, le système de la façon dont il fonctionne, c'est qu'on nourrit donc nos poissons et les poissons vont rejeter des déchets métaboliques dans l'eau dans laquelle ils baignent. Et de là, on ajoute des bactéries dans l'eau et dans le système aquaponique de façon à ce que ces bactéries puissent convertir les déchets métaboliques en des nutriments pour les végétaux, c'est-à-dire des minéraux. Et certains de ces déchets sont des déchets azotés, relativement toxiques pour nos poissons. Donc, habituellement, on doit faire des changements d'eau. Mais nos bactéries vont convertir ces déchets hautement toxiques, azotés, l'ammoniac, en un déchet moins toxique qui est le nitrate. Malgré tout, il demeure toxique et on va donc pomper cette eau qui contient les minéraux et des déchets relativement toxiques vers le bassin où on fait la culture en fait des végétaux. Les végétaux vont donc agir un peu comme un biofiltre, c'est-à-dire retirer les minéraux et le nitrate de façon à pouvoir les utiliser pour leur propre croissance et leur développement, fabriquer des fruits et des légumes et ce faisant nettoyer l'eau de ces déchets des minéraux. Et on va donc pouvoir retourner cette eau vers, dans le fond, l'aquaculture, ce qui fait qu'on fait une recirculation en fait de cette eau et on économise beaucoup d'eau à ce titre. On le verra un petit peu plus tard. Donc, à la prochaine diapositive, je souhaitais vous présenter, somme toute, l'évolution de notre projet de système aquaponique. Alors, au départ, notre objectif, c'était surtout de faire de l'aquaponie au collège, notamment à titre d'activité parascolaire. Et finalement, de fil en aiguille, on a réfléchi à la chose et on s'est rendu compte que le temps et souvent l'argent étaient deux facteurs assez importants pour pouvoir faire ce type d'activité-là puis mettre en place un tel système. Donc, on a donc répondu à un appel de projet Nova-Science du ministère de l'Économie et de l'Innovation et on a construit, somme toute, finalement, un outil pédagogique pour mieux comprendre l'aquaponie, puis l'utiliser même dans le cadre de nos cours, notamment en biologie et en informatique. Ensuite, on a choisi de répondre à un appel de projet justement de SICAN, projet de démonstration de laboratoire vivant sur le campus. Et d'ailleurs, je vous invite à le faire d'ici le 15 février. Vous allez avoir probablement toutes les informations là, à la fin de cette rencontre ou sinon sur le site web. Et lors de ce projet-là, notre objectif, il y en avait au moins 3, c'était de sensibiliser donc les jeunes qui côtoyaient donc les camps de jour de Bois-de-Boulogne au système alimentaire alternatif qu'est l'aquaponie, dans l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de faire un peu la même chose, mais au niveau de notre établissement scolaire, là, donc au niveau collégial, mais aussi dans notre communauté, là, avec l'aide de nos étudiants. Et finalement, le cœur de ce projet, c'était de pouvoir faire une co-conception d'une infrastructure aquaponique, c'est-à-dire d'impliquer tout notre milieu pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme infrastructure aquaponique et à quoi elle pourrait servir, dans le fond, dans notre milieu.
Donc, c'est ce qu'on a fait pendant notre projet de démonstration. Et toujours lors de ce projet, on a également répondu à un nouvel appel de projet, qui est celui d'un projet d'innovation sociale financé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie donc du Québec. Et dans le fond, l'objectif de ce projet, c'était de pouvoir mettre finalement en place sur les terrains du collège cette infrastructure aquaponique et de pouvoir avoir une portée sociale avec celle-ci, c'est-à-dire notamment de distribuer les aliments dans la communauté au sein de notre établissement, mais aussi tout autour de celui-ci, par le biais d'organismes notamment qui aident les personnes qui ont peut-être moins accès à ce type d'aliments dans notre communauté. Alors, à la prochaine diapo, en fait, je vous montre un tout petit peu à quoi pourrait ressembler la version, du moins qu'on est en train de continuer à travailler encore aujourd'hui. Ce que vous voyez là, c'est le laboratoire de EO, qui est écosystème alimentaire urbain, qui est notre partenaire principal. Vous voyez leur laboratoire de recherche. Donc, on aurait une version semblable à l'intérieur potentiellement de notre établissement. Et puis, elle servait, comme je vous l'ai mentionné, aux mêmes objectifs, somme toute, à la sensibilisation, à la réduction des gaz à effet de serre, à l'éducation. Donc, on utiliserait cette infrastructure-là également à l'intérieur de nos cours, comme tel, donc dans un cursus pédagogique. Et finalement, l'alimentation. Donc, on produirait effectivement des fruits, des légumes et potentiellement aussi du poisson pour notre établissement, mais aussi pour la communauté. Ce projet-là va être permis, comme je l'ai dit, grâce à la participation financière donc, du gouvernement du Québec, mais également grâce à différents partenaires en Pludéo et du Collège de Bois-de-Boulogne, dont Optech et Mérinov, qui sont 2 CCTT, donc des centres collégiaux de transfert de technologie, qui vont pouvoir contribuer à l'aspect plus lumière et à l'aspect plus élevage de poissons au sein du système. Alors, la prochaine diapo vous présente la version 2 de la modélisation de notre infrastructure aquaponique. Donc, nous serions rendus à la version 3, mais celle qui a été élaborée jusqu'à maintenant, la plus récente, pourrait ressembler à ça. Donc, vous voyez par exemple les bassins où pourrait se faire l'élevage des poissons. Et vous voyez tout en bas, dans le fond, les bacs qui contiennent des billes d'argile pour faire notamment la croissance des végétaux qui produisent des fruits et des légumes. Et tout au-dessus de ces bassins et bacs, vous voyez des tubes en NDF qui permettent de, somme toute, faire croître des végétaux plus de type feuillu, comme par exemple des laitues ou des fines herbes. Alors, on peut passer à la prochaine diapo. Et je terminerai par rapport à cette modélisation. Vous voyez dans le coin inférieur gauche de l'une des images, une structure qui est un peu noire. Donc, c'est un peu l'espace où on fait la minéralisation, c'est-à-dire qu'on ajoute des bactéries qui vont justement faire la minéralisation des déchets des poissons pour nourrir nos plantes. Donc, ça pourrait ressembler à ça. Et vous voyez la taille d'un homme, la taille environ que ça peut prendre, ce type d'infrastructure. Alors, à la prochaine diapo, vous pouvez constater, donc, s'il vous plaît, la prochaine diapo. Donc, sur celle-ci, vous allez voir, somme toute, pour la version 2 qui a été mise en place, qu'avec une telle infrastructure, on pourrait produire jusqu'à 1000 kilos de nourriture qui pourrait être distribuée. Et j'aimerais apporter à votre attention 3 éléments qui sont importants en lien avec le système aquaponique. C'est que c'est un système qui permet de produire des fruits et des légumes qui sont exempts d'engrais et de pesticides. On va plutôt utiliser la bioprotection pour contrôler notamment les envahisseurs. Et aussi, ça permet donc de pouvoir, dans le fond, diminuer la quantité d'eau requise pour pouvoir faire le système et également, dans le fond, permettre de diminuer, dans le fond, la quantité de gaz à effet de serre nécessaire pour pouvoir faire toute la chaîne alimentaire, donc de la production jusqu'à la distribution. Enfin, j'aimerais apporter à votre attention une dernière chose, une initiative du collège en lien avec tout cela, qui est, dans le fond, notre actualisation de notre politique alimentaire. Pourquoi vous la présenter? Parce qu'elle est, somme toute, à mon avis, unique. Elle n'est pas écrite en parallèle pour faire juste une offre alimentaire, mais elle permet notamment de vraiment être actualisée
en s'appuyant sur le projet éducatif et en consultant le milieu, tout en étant cohérente et rigoureuse, là, dans le fond, s'appuyant sur différentes politiques, plans, règlements, stratégies et programmes, à la fois fédéral, national et également la Fédération des cégeps et notre volet institutionnel. Donc, à la prochaine diapo, simplement pour vous montrer que, dans le fond, cette politique alimentaire qui a été issue notamment par la consultation de notre milieu, donc vise à offrir une alimentation saine, accessible et diversifiée, de aussi amener, dans le fond, l'entreprise qui va offrir les services à faire des achats locaux et avoir des pratiques éco-responsables. Et surtout et avant tout, donc, de favoriser donc, le bien-être et la santé globale. Et à la prochaine diapo, pour terminer, en proposant des menus qui sont nutritifs et réconfortants et qui sont guidés par des critères donc, émis par le Centre d'expertise de l'Institut de tourisme et de l'hôtellerie du Québec. Donc, pour tout ça, vous retrouverez toutes les références là, à la fin, la prochaine diapo, à la fois sur nos politiques et sur la documentation qui a été utilisée pour produire cette politique alimentaire. Voilà. Merci beaucoup. C'est super intéressant, Sabine. Chantal, vraiment intéressant, merci. Et puis, on est content, bien sûr, de voir que vous avez accédé à plus de financement pour continuer, parce que les projets de démonstration, c'est vraiment triste quand ça va super bien et finalement, on ne trouve pas de partenaire pour continuer. Donc, bravo, félicitations. Et merci aussi d'avoir mentionné que c'est une belle opportunité pour tous ceux et celles qui sont nos membres sur l'appel, qui veulent accéder à du financement pour faire un projet qui réduit les gaz à effet de serre. On va vous partager le lien pour vous assurer que vous puissiez appliquer. Vous avez encore plusieurs semaines. Puis j'aimerais aussi noter que j'ai remarqué que Davidé voulait se joindre et Sandra ou quelqu'un pourrait peut-être lui donner le bon lien, ou peut-être Rihanna, quelqu'un qui pourrait donner à Davidé le lien pour se joindre à nous parce qu'il est à la mauvaise place. Donc, j'aimerais maintenant inviter Sabine Bouchard, qui nous vient du Collège Boréal, pour parler vraiment d'autres choses un peu, mais de la recherche appliquée et le travail avec les communautés, ainsi de suite. Donc, à toi la parole, Sabine. Super, merci beaucoup, Judy. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui? Parfait. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Sabine Bouchard, je suis la gestionnaire pour le Bureau de recherche et innovation Boréal. Et on peut passer directement à la prochaine diapositive, Laetitia. Donc, je voulais juste commencer quand on parle de recherche en français, juste nous mettre un peu dans le contexte et juste faire un bref aperçu de qui est le Collège Boréal pour ceux et celles qui ne nous connaissent peut-être pas. Donc, on est vraiment un établissement postsecondaire de langue française, mais situé vraiment en Ontario. Notre campus principal est à Sudbury. Donc, je vous ai mis une petite carte pour vous aider à vous repérer si vous connaissez un peu l'Ontario. Et on a vraiment 37 centres d'accès dans 27 différentes collectivités. Donc, on est vraiment répartis à travers la province, mais avec un campus quand même principal situé à Sudbury, donc dans le nord de l'Ontario. On peut passer à la prochaine diapositive. Et donc, une des choses qui nous démarque, c'est qu'on est vraiment, vu qu'on dessert tellement de collectivités, qu'on travaille vraiment en situation minoritaire, on est extrêmement proche de nos communautés et on soutient vraiment le développement communautaire en travaillant avec des partenaires industriels, à but non lucratif, publics, etc., pour vraiment les aider à croître et vraiment promouvoir la croissance économique des communautés qu'on dessert. Et entre autres, quand on parle d'alimentation locale, et un peu plus tard dans mes diapos, je vais vous parler un peu de notre centre de recherche qu'on a ici à Sudbury, mais on a vraiment des programmes, évidemment, en agriculture qui touchent directement en technique et en pratique agricole, en personne, mais aussi en ligne, désolé, pour venir former de la main-d'œuvre vraiment agricole. Et
je voulais vous parler aujourd'hui vraiment de notre approche en recherche appliquée, qui est vraiment une approche très proche des cégeps, parce que c'est vraiment, on vient répondre aux besoins de l'industrie, des communautés, des partenaires publics. Donc, la manière qu'on approche la recherche, c'est vraiment, on évalue, on approche nos partenaires, on leur demande quels sont leurs besoins pour ensuite y répondre. Et pour nous, pour le nord de l'Ontario, il y a un très gros lien avec la sécurité alimentaire et l'alimentation locale. Et pour mieux comprendre, là, on peut passer à la prochaine diapositive. Je voulais vraiment parler un peu de notre contexte géographique. Donc, quand on parle de sécurité alimentaire, évidemment, j'imagine que la majorité d'entre vous sont déjà au courant, mais c'est vraiment l'accès à l'alimentation, à une alimentation saine pour tous. Et donc, le nord de l'Ontario, là, vous pouvez voir un peu, j'ai mis la carte du Canada pour vous donner une idée. Sudbury, on est où? Mais aussi, c'est vraiment, quand on parle du nord, c'est une immense superficie. C'est vraiment plus de 800 000 km² et ça représente en fait 88 % de la superficie de l'Ontario. Donc, malgré le fait qu'on est la plus vaste région de l'Ontario, on est souvent oublié. Et quand on parle de l'agriculture ou de l'alimentation en Ontario, c'est souvent le sud parce que c'est là que la grande majorité des producteurs agricoles se situe. On peut passer à la prochaine diapo. C'est vraiment un secret pour personne que l'insécurité alimentaire augmente au Canada depuis plusieurs années et c'est vraiment un problème qui a été exacerbé par la pandémie de COVID-19, comme on le sait tous. Et cette question est particulièrement importante pour notre région parce qu'elle est non seulement, vu qu'on est on dessert des régions éloignées dans le nord, peut-être un peu moins à Sudbury parce qu'on est la plus grande ville du nord de l'Ontario, mais c'est vraiment exacerbé par les coûts de transport élevés, mais aussi les impacts des changements climatiques, comme on le sait tous. Et les coûts sont encore plus élevés pour nos communautés rurales et éloignées. Donc, pour nous, c'était vraiment d'essayer, on approche la recherche pour vraiment adresser ces défis. Donc, notamment, on travaille avec plusieurs petites et moyennes entreprises alimentaires qui ont des problématiques qui sont très, très spécifiques aux besoins locaux, aux besoins régionaux. Et donc, on est en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut appuyer avec la pénurie de main-d'œuvre et supporter un secteur agricole durable et une alimentation plus locale. Parce que pour nous, c'est clair que pour être capable de supporter la sécurité alimentaire, il y a un lien direct avec l'alimentation locale et l'accès à des aliments qu'on dit sains, qui sont considérés comme sains et santé. Donc, nous, à travers de nos projets de recherche appliquée et de nos projets de collaboration, nos équipes de recherche ont vraiment identifié, comme je l'ai déjà mentionné, mais la sécurité alimentaire comme une préoccupation majeure. Et pour supporter justement l'amélioration de la sécurité alimentaire, on travaille dans 3 grands domaines. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, soit les nouvelles technologies, la durabilité environnementale, et l'innovation sociale. Et donc, ces 3 grands axes de recherche, vraiment, on développe des projets très multidisciplinaires. Et là, je vais vous donner quelques exemples qui touchent vraiment spécifiquement à l'alimentation locale. Et là, on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, notamment, on a la chance ici à Sudbury d'avoir un centre de recherche appliqué en biodiversité. Donc, on a un espace, on a des serres et forestières et agricoles qui nous permettent justement de travailler en partenariat, de produire des aliments à l'année longue. Donc, on a de la chance d'avoir une serre chauffée. Donc, on peut travailler à l'année longue avec des partenaires, des communautés. Et on a 3 grands domaines. Donc, on travaille vraiment sur des projets d'horticulture et d'agriculture durable, de réhabilitation des sols, sylviculture, donc foresterie et en ressources naturelles. Mais aussi, on a un petit laboratoire d'aquaculture où, encore une fois, on travaille de près avec nos communautés. Donc, il y a vraiment un lien où est-ce que oui, il y a du travail avec l'industrie, nos étudiantes sont impliqués à chaque étape des projets de recherche. C'est d'ailleurs un des critères pour qu'on puisse développer un projet, c'est qu'il doit avoir un aspect de formation, d'implication des étudiants et des étudiantes pour vraiment leur offrir des opportunités d'apprentissage par l'expérience. Et
Ensuite, c'est vraiment l'implication de nos chercheurs, de nos équipes de recherche. C'est grâce à eux qu'on est capable de développer ces projets-là. Et je veux aussi toucher, parce que nous, on est vraiment situés dans le nord de l'Ontario, donc on travaille de près avec les communautés autochtones de nos régions. Par exemple, nos projets en aquaculture sont principalement développés en collaboration, ou je devrais dire uniquement, là, depuis le départ, avec soit des compagnies qui appartiennent à des pêcheurs qui sont autochtones ou des communautés autochtones pour vraiment supporter leurs besoins et leur développement. Donc, c'est pour ça que je disais, on travaille, oui, on développe des nouvelles technologies. Je vais vous donner un exemple dans un moment, mais on travaille aussi, c'est ça, l'aspect social et communautaire est essentiel, selon nous, là, pour vraiment supporter le développement durable et de nos campus et de nos communautés. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc, je vais vous donner 2 exemples de projets qui sont actifs en ce moment. Je parlais du deuxième un petit peu plus de détails, mais je voulais aussi toucher. Donc, ça, c'est vraiment un exemple d'un projet qui touche plusieurs aspects. Donc, nos 3 grands axes stratégiques. On est vraiment en train de travailler à développer une nouvelle technologie de serre vraiment qui va être, qu'on espère, là, la serre est en train d'être construite en ce moment avec un nouveau type de matériel pour voir, et puis un nouveau système, OK, super, un nouveau système à l'intérieur de chauffement qui nous permettrait encore une fois de pousser à l'année longue, mais vraiment à des fins de croissance, de culture à petite échelle. Là, on est en train de regarder à des baies pour justement nos communautés rurales, éloignées, pour qu'ils puissent être autosuffisantes et produire leur propre alimentation, mais vraiment à l'année longue. Donc, ça serait un système qui serait propre. Donc, on a eu du financement à travers du défi Cultiver l'innovation d'ici, financé par la Fondation de la famille Weston. Puis, je vais mettre un lien dans le chat par après pour ceux et celles qui pourraient être intéressés. Mais je vais passer, parce que là, je sais qu'il me reste juste 1 minute. Donc, si on peut aller à la prochaine diapositive, juste vite fait, on a aussi un projet qui est en train, qui vit justement, c'est vraiment là-dessus que je voulais le plus parler. Donc, c'est avec 5 partenaires qui sont vraiment éparpillés à travers du nord de l'Ontario, donc jusqu'à Thunder Bay, qui est à 10 heures plus au nord de Sudbury pour ceux et celles qui veulent une référence. Donc, on a vraiment une équipe qui est réparpillée à la grandeur du nord de l'Ontario. Et c'est vraiment pour identifier les obstacles qui empêchent ou qui limitent l'approvisionnement local en aliments au niveau des producteurs, des transformateurs et des acheteurs. Donc, le projet vient juste de débuter. C'est un projet de 3 ans. On espère vraiment identifier quels sont les défis. Donc, qu'est-ce qui empêche qu'un aliment ne se rend pas à un transformateur ou ne se rend pas nécessairement aux acheteurs? Et ici, on ne parle pas nécessairement des petits acheteurs, mais on parle vraiment des grands acheteurs. Donc, par exemple, des cafétérias, comme on a parlé, donc des cafétérias, des institutions, etc. Donc, c'est un projet qui vient de débuter. Donc, on va continuer à partager au fur et à mesure qu'on a les résultats ou lorsqu'on obtient les résultats. C'est un projet de 3 ans. On partagera l'information sur nos sites, etc. Et là, ma dernière diapositive pour clore, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. Ça nous fait toujours plaisir d'en discuter davantage. Merci beaucoup. C'est super, Sabine. Merci de ce survol de ce que vous faites. Et puis, j'encourage, je sais que tu as déjà eu la chance de parler avec Chantal et je pense que des partenariats, des collaborations, des échanges d'informations entre le Collège Boréal et les cégeps, c'est vraiment super. Donc, allez-y et peut-être, Sabine, tu pourrais mettre ton courriel dans le chat s'il y en a des gens qui aimeraient s'informer sur ce que vous faites et puis tisser des liens et puis peut-être des fois trouver du financement pour des collaborations, soit en aquaponie ou autre chose. C'est vraiment super. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, je suis très contente d'accueillir Rémi-Paul qui viendra nous parler d'autres choses encore. Un peu, on retourne sur l'initiative Forward Food. Et juste pour vous dire que on a déjà eu beaucoup de membres de SciCan qui ont participé à la formation. J'ai mentionné la formation à Fleming College en Ontario, qui a été une formation pour toute la province d'Ontario. Donc, les chefs ont été invités à participer à la formation de plusieurs collèges et universités.
Et donc, ce n'est pas nécessairement une formation qui doit se prendre place juste sur à votre centre ou à votre collège. Ça peut vraiment être une collaboration aussi. Et donc, Rémi-Paul, je te passe la parole pour plein de belles informations. Merci beaucoup, Jody. J'aimerais commencer par féliciter les panélistes précédents. Les informations fournies étaient vraiment incroyables et nous amènent à réfléchir sur ce qui nous amène dans le futur. Donc, parlons de Sodexo. Sodexo a pour mission d'améliorer la qualité de vie des communautés qu'on sert dans le monde entier. Compte tenu de l'empreinte de notre entreprise et de la portée de nos achats alimentaires, la lutte contre les crises mondiales du changement climatique et de la faim font partie de notre mission. Conscients que nos décisions sont centrées sur les services que nous fournissons, nous nous appuyons sur les idées et les commentaires de consommateurs pour nous guider. Ces décisions façonnent donc nos activités dans le cadre de la progression de notre développement de la restauration à base de plantes, en tenant compte de l'impact sur l'environnement, l'entreprise, la communauté, la santé humaine et animale et de l'influence que cela aura sur les objectifs de Sodexo. En ce qui concerne l'action climatique et l'impact carbone, en collaboration avec la Human Society, une analyse a été réalisée sur les émissions de notre chaîne d'approvisionnement. Il en est ressorti que le passage à des ingrédients plus végétaux serait le plus grand contributeur à nos objectifs de réduction des émissions de carbone de 34% d'ici 2025. Sur le plan commercial, comme on l'a mentionné plus tôt, les ingrédients à base de plantes entières sont non seulement plus rentables, mais ils contribuent également à une économie agricole biodiversifiée. Désolé. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux ingrédients qui entrent dans la composition des menus et souvent, ces plats offrent une marge bénéficiaire plus élevée et attirent des acheteurs soucieux d'une alimentation riche en végétaux. Plusieurs études récentes ont démontré qu'une alimentation à base de plantes entières est bénéfique pour la santé humaine et la perception des consommateurs est que de manger plus de plantes est une option plus saine. La promotion de ces options ouvre la voie donc à une participation accrue sur le marché de la consommation et incite à investir dans des ingrédients d'origine non animale, ce qui soulage donc le système agricole actuel qui doit répondre à la demande de ces produits d'origine animale. En fin de compte, les habitudes de la consommation ont un impact positif sur l'amélioration de la santé animale. Alors, dans le diaporama ici, tout d'abord, on voit qu'on a développé des repas à base de plantes et tout ça a commencé avec la formation et les connaissances que nos collègues de la HSI Canada nous ont transmis et a été au-delà. Le résultat stratégique commence par donc cette formation et ces connaissances acquises-là. L'influence directe de nos chefs culinaires sur les offres à base de plantes à l'échelle nationale est unique en son genre et nous utilisons des plateformes de menus nationaux et des offres d'une durée limitée dans le cadre de notre marque Amour et Nourriture pour mettre en évidence les ajouts de recettes de nos participants aux formations et les faire découvrir à nos invités. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, voici ici l'amour et nourriture. Donc, encore là, des recettes qui ont été développées en collaboration avec la Human Society. Et puis, on permet de les offrir dans nos services de restauration dans les différentes entreprises pour les faire découvrir à tout le monde. Prochaine diapositive. Donc, nous sommes très fiers, en collaboration avec la HSI, d'avoir développé une première offre 100% végétale que nous avons appelée Verdé, qui se trouve être une nouveauté passionnante. Nous avons lancé cette première offre dans notre secteur éducation au Confederation College à Thunder Bay, en Ontario. Cet ajout alimentaire a suscité l'intérêt pour inclure dans d'autres lieux de restauration et dans d'autres secteurs d'entreprise, tels que le service aux entreprises, éducation et santé. En outre,
nous avons lancé notre marque promotionnelle appelée Get Plenty. Il s'agit d'une signalisation marketing axée sur le consommateur qui donne à nos équipes sur site une marque reconnaissable, des informations sur les avantages des repas à base de plantes, des mises à jour sur ce que Sodexo et les équipes de restauration font, ainsi que des codes QR à scanner et à suivre pour accéder à notre page sur l'approvisionnement responsable de sodexo.ca. Pour terminer, nous ne considérons pas que les défis sont des obstacles, mais plutôt un moyen d'identifier les points sur lesquels nous devons concentrer nos efforts. Les défis se transforment en opportunités lorsque nous constatons qu'il est nécessaire d'inclure davantage d'ingrédients d'origine végétale dans nos opérations. Nous cherchons à fournir des ingrédients clés qui correspondent à nos nouveaux développements de la part de nos chefs et de nos responsables. Lorsque des connaissances sont nécessaires, nous cherchons à soutenir les individus dans le cadre de formations, d'expériences et d'outils qui ramènent l'attention sur les chefs culinaires, car ils représentent la valeur de nos délicieuses offres pour les consommateurs et le soutien promotionnel vital pour inciter nos consommateurs à prendre des décisions éclairées qui va pousser notre développement d'offres à base de plantes encore plus loin que ce qui a été observé à ce jour. Nous avons dû revoir la stratégie en ce qui concerne la disponibilité des produits et les scénarios de retour au travail qui entraînent une baisse de fréquentation, mais c'est aussi une occasion d'avoir un impact significatif lorsque les consommateurs reviennent à nos services. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rémi-Paul. C'est fascinant, puis félicitations. Puis merci pour l'exemple de Confederation College à Thunder Bay. C'est vraiment beau à voir. Et c'est particulièrement beau à voir parce que c'est pas dans les villes nécessairement où on s'attend à voir des choses comme ça. Donc, quand on pense à un menu écologique, moi, en tout cas, je pense à la Colombie-Britannique souvent, et ça ne me surprend pas, par exemple, les données que j'ai montrées dans le chat pour l'Université de la Colombie-Britannique. C'est peut-être moins surprenant, mais quand on voit que ça se passe aussi à Thunder Bay, c'est vraiment super. Donc, félicitations. Et puis, je pense qu'on va retourner vers l'activité que vous avez, on vous a demandé de participer, mais juste, oui. Ah, il y a quelqu'un, vous n'êtes pas en sourdine, mais juste pour dire, juste avant de passer à cette activité-là, je voulais juste mentionner que, étant la mère de plusieurs enfants d'âge collégial, quand ma fille choisissait où elle allait étudier, quand on allait voir les différentes universités où elle a été acceptée, elle a 100% choisi l'établissement qui offrait le meilleur menu à base végétale parce qu'on est dans la famille végétarienne et puis c'était vraiment important pour elle. Et donc, elle a choisi un établissement universitaire qui offrait un menu. Et ça fait presque 10 ans. Donc, c'était vraiment un des premiers à même offrir cette option-là. Donc, je vois maintenant que ça devient très commun. Mais il y a 10 ans, c'était quand même assez rare. Et donc, juste pour dire que les étudiants futurs, ça les tient à cœur. Donc, je vois que c'est super de voir que vous allez offrir plus d'options à base végétale avec vos clients, Rémi-Paul, et puis que vous pouvez agir un peu comme un catalyseur, inspirer, non seulement attendre que vos clients vous posent la question, comme vous venez avec. Nous, on a la capacité de faire ça. C'est demandé de plus en plus, mais ça fait partie maintenant aussi des nouvelles offres que nous faisons dans les nouveaux contrats, par exemple. C'est tout le temps des choses qu'on ajoute à nos offres. Ah, c'est beau, oui, parce que je vois que c'est de plus en plus important, même avec une de mes filles qui étudie en médecine. Elle a été très choquée la première année quand un des profs leur a posé la question sur qui ici est végétalien. Et la moitié des étudiants rentrant dans la cohorte de médecine ont levé leurs mains. Oh, wow. Donc, wow. Ça change. Donc, c'est super. Donc, merci beaucoup, Rémi-Paul. Donc, Eva, est-ce que vous allez pouvoir un peu discuter de qu'est-ce que vous avez vu, puis d'autres avis, astuces que vous pouvez donner aux participants?
Oui, donc je pense que nous pourrions peut-être regarder un peu les réponses, les propositions que les gens ont faites et en parler. Donc, je crois que j'en ai déjà lu quelques-unes, mais je pense que tu l'as mentionné, toi, Judy, il y a à peu près tout peut être transformé et rendu végétal. C'est assez simple de nos jours à faire. Il y a tellement de possibilités et de façons de rendre ces plats à base végétale extrêmement savoureux. Je sais qu'il y a une recette qui est extrêmement populaire que Chef Amy, qui travaille beaucoup avec nous, fait, qui est une recette de fromage qui est à partir de carottes et de pommes de terre, ce qui peut sembler complètement absurde, mais ça donne une espèce de fromage orange qui va très bien dans des macaronis ou des nachos, par exemple. Donc, il y a vraiment toutes sortes de possibilités, puis il y a possibilité d'être créatif aussi. Je vois que soupe, poulet et nouilles, quelqu'un propose de remplacer le poulet par des pois chiches. La base du bouillon aussi, maintenant, il y a des imitations là, de l'espèce de goût de bouillon de poulet qui se fait, qui est très simple à faire. Crème au café, donc oui, pour le café, ça, je crois que même le lait d'avoine maintenant est presque aussi populaire que le lait de vache. Là. Ça a un goût extrêmement près de la version lait de vache et c'est juste crémeux et sucré et très bon. Donc, on voit que ça devient de plus en plus populaire. Ou évidemment, noix de coco avec un petit goût ajouté de noix de coco qui est aussi pas mentionné ici, mais qui est très populaire. Les omelettes, farine de pois chiche, c'est vrai que la farine de pois chiche peut se transformer en une espèce de texture d'omelette. Donc, c'est souvent utilisé pour faire ça, une espèce de frittata ou d'omelette plus dure là, avec des légumes. D'ailleurs, farine de pois chiche aussi, des desserts comme des muffins, c'est souvent utilisé. La sauce spaghetti, on en a parlé. Des pizzas, maintenant très populaires aussi, d'avoir des versions végétaliennes. Sauce à la crème, des crêpes, remplacer les œufs simplement. Là, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, nous, dans nos formations, on en montre plusieurs exemples et non seulement le lait, évidemment, c'est facile à remplacer dans tout ce qui est pâtisserie, boulangerie, tout ça, parce qu'on a les versions végétales qui sont disponibles, mais les œufs, il y a graines de lin qui est une version, mais il y a aussi fécule de maïs qui peut être mélangé à de l'eau qui fait une texture aussi. Donc, il y a plusieurs petits trucs comme ça que nous montrons dans nos formations là, qui peuvent être utiles et de rendre des éléments de menu aussi simples que des crêpes deviennent des éléments de menu végétaliens sans trop d'efforts et qu'on n'a même pas besoin vraiment de mentionner. On n'a pas besoin de dire qu'ils sont végétaliens à ce moment-là. Est-ce que je peux te poser une question, Oui. Eva, par rapport aux allergies? Parce que des fois, les gens, ils ont des allergies et des fois, c'est facile parce que s'ils sont allergiques aux produits laitiers, ben, tout de suite, ce que vous offrez, mais avec d'autres allergies, quand vous faites la formation, est-ce que vous pouvez aider les gens pour s'assurer que s'il y a quelqu'un avec une allergie, vous donnez aussi des options? Absolument. Et puis, je pense que c'est dans une des diapos de ma présentation qu'on n'a peut-être pas eu le temps de toucher, mais souvent, il y a des façons de, oui, parer à tout ce qui est allergie, donc avoir des alternatives, plusieurs alternatives possibles, mais aussi des éléments de menu à base végétale vont souvent inclure plus de gens parce qu'il y a des gens qui ont des restrictions alimentaires basées sur les produits laitiers, par exemple, ou qui vont manger halal, qui vont manger kasher. Et à ce moment-là, avec des éléments, des plats qui sont à base végétale, on va chercher ces gens-là naturellement. Effectivement, effectivement, oui. Ben, écoute, merci beaucoup. J'aimerais m'assurer qu'on a le temps aussi pour des questions. Alors, les panélistes sont tous revenus en ligne pour qu'on puisse bien les voir. Et j'ai vu
une ou deux questions dans le chat et j'aimerais vous ouvrir vraiment une période de questions-réponses pour que vous puissiez poser des questions sur n'importe quel aspect de ce que vous avez entendu aujourd'hui. Si vous avez des préoccupations, comment quelque chose pourrait s'adapter pour votre campus. Vraiment, vous pouvez parler de politique alimentaire, de recherche appliquée, d'aquaponie, la cafétéria, de l'offre de services, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser des questions à haute voix ou poser des questions dans le chat? J'aimerais bien sûr aussi savoir, puis ça c'est peut-être plutôt pour nos membres qui sont en ligne, jusqu'à quel point est-ce que vous avez, par exemple, Catherine, est-ce que vous regardez à Jonquière l'aspect alimentaire? C'est quelque chose que tu penses que vous allez toucher éventuellement? On regarde, mais pour l'instant, c'est plus au niveau des achats locaux qu'on a, je vais dire, une twist, là, qu'on a un contrôle, étant donné que c'est un concessionnaire. Donc, c'est écrit dans le contrat. Donc, là, on va rentrer un peu plus au niveau des approvisionnements locaux. Après ça, c'est de voir comment est-ce qu'on peut. Parce qu'il y a déjà des menus VG. Là, la proportion, je ne suis pas la mieux placée pour dire c'est quoi le pourcentage. Là, je crois qu'il y en a un à tous les jours, un menu VG, je suis pas mal sûre. Mais après ça, là, c'est de voir quel contrôle on peut avoir, quelle influence, étant donné que c'est un contrat externe. Là. Je ne connais pas les dédales du contrat qu'on a non plus. Mais c'est sûr qu'on est très sensible à ça là, pour éventuellement l'introduire, je vais dire peut-être à moyen, en ajouter là, plutôt à moyen, long terme, là, entre guillemets. OK. Merci, Catherine, c'est parfait. Puis Pascal, je vois que tu as une question. Bonjour tout le monde, merci pour votre présentation. Petite question qui s'adresse peut-être un petit peu à tout le monde. Je vais me servir de l'exemple de la politique alimentaire de Bois de Boulogne. À quel point que ça l'influence peut-être une entreprise comme Sodexo à aller de l'avant avec des politiques alimentaires ou influencer le changement. Je trouve ça quand même intéressant à cet effet-là. Et à quel point qu'on a déjà une politique alimentaire comme à Bois de Boulogne, mais est-ce que vous allez aller de l'avant avec le mouvement Forward Food? Est-ce que c'est des incitatifs qui vous poussent à aller vers ce genre de démarche-là aussi dans le but d'influencer les changements? Donc, quelle est votre réalité de part et d'autre à vous inscrire dans une tendance de politique pour végétaliser davantage les menus? Wow! Grosse question. Chantal, est-ce que tu as peut-être quelques réflexions là-dessus? Puis après, Rémi-Paul? J'aurais tendance à faire l'inverse si ça va, Judy, étant donné que... C'est ça, comme j'avais mentionné, nous maintenant, nos compositions de menus se font vraiment moi j'oserais dire à du 35% végétal, 65% animal. On s'entend que c'est encore un apprentissage. Les gens ont toujours quand même une certaine crainte. J'avais vu dans le chat justement où il y avait une question comme quoi qu'il y a une offre qui est là à 50%, mais que les gens vont moins vers l'offre végétale. Nous, on fait souvent dans les entreprises, on va souvent faire un peu des goûters où ce qu'on va faire découvrir les choses aux gens. Fait que oui, c'est sûr qu'en partant, nous, lorsqu'on lance des menus, que ce soit au niveau secteur des entreprises ou éducation, on y va avec une offre à un minimum 35%, c'est souvent même du 50%. Et puis là, après ça, on voit ça. C'est sûr qu'on y va aussi selon la négociation des contrats avec les gens. Les entreprises ne veulent pas nécessairement toujours avoir du 50-50, mais nous, Sodexo, on tente majoritairement d'aller vers ça. Ça, c'est définitif. Je pense que de toute façon, c'est même plus une question qu'il faut se poser. Tout le monde se doit d'aller vers ce côté-là. Je ne sais pas si Pascal souhaitait réagir avant que je réponde à peut-être l'autre petite partie rapidement. En complément, je trouve ça super intéressant parce que justement, moi, je suis en rédaction d'un devis alimentaire, donc on va interpeller différentes entreprises aussi. Mais c'est ça, c'est de trouver un équilibre pour rejoindre nos clientèles puis pousser vers un minimum de 50, mais il faut que tout le monde trouve son compte. Si les entreprises sont plus, je veux dire, agressives en ce sens-là, je pense qu'on peut faire certains gains, mais si on attend toujours que quelqu'un réagisse, on est lié un petit peu à la volonté des gens.
peut-être, à moins que Rémi-Paul souhaitait complémenter, mais sinon je continuerai simplement s'il y a d'autres participants qui souhaitent répondre aux questions. Mais pour ce qui est de la politique alimentaire, juste rapidement, je sais que le Collège de Bois-de-Boulogne prend en considération toute initiative, toute piste d'amélioration en ce sens, en considération, puis qui implique beaucoup le milieu, puis ça en faisait partie là, de la partie innovante dans la politique. Donc, consulte le milieu, mais pas juste par le biais d'un sondage, disons, papier, mais vraiment en créant des activités où il évalue si une initiative peut être intéressante ou non pour le milieu en soi aussi, toujours dans l'esprit là, aussi là, des valeurs de la Charte Okanagan puis de l'accord des objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, c'est quand je parlais de cohérence très rapidement là, pendant cette petite partie-là, c'est de prendre en considération tout ce qui est disponible, somme toute, puis d'essayer de mettre ça ensemble pour que ça fasse un sens avec les objectifs là, plus collectifs là, que nous avons. Voilà. Super, belle conversation. Oui, merci pour la question. Puis je sais qu'on commence à arriver vraiment vers la fin, mais Eva a répondu à la question dans le chat. Donc, je réitère que le service Forward Food est gratuit pour vous. Donc, n'hésitez pas de communiquer avec l'équipe pour juste vous informer. Ça ne vous coûte rien de vous informer. Puis, si ça vous semble une bonne idée, allez-y. Sinon, ben, comme je vous ai dit, ça peut être quelque chose de collectif, donc pas juste un. Donc, je me dis, tout des cégeps qui ne sont pas loin l'un de l'autre, ou bien, en tout cas, puis je vous laisse y aller, discuter ça avec Eva, puis Rémi-Paul aussi, je suis certaine, tout le monde est prêt à vous partager leurs expériences. J'aimerais juste, si Laetitia, tu peux repartager, je pense qu'on a encore quelques dernières diapos. Puis merci d'avoir répondu au sondage. Si vous n'avez pas répondu, s'il vous plaît, répondez maintenant au sondage. Puis, on voulait vous avertir de quelques événements qui s'en viennent ici à SciCan qui pourraient vous intéresser. Donc, je crois, Sabine, probablement tu es très bien au courant du colloque sur la recherche appliquée. Qui se tiendra place à Ottawa du 12 au 14 février. Nous allons avoir un panel sur la recherche appliquée verte ou écologique. Et donc, ce sera un bon moment de s'échanger sur ces aspects-là de la recherche appliquée. Prochaine diapo. Et puis, mes collègues vont mettre les liens dans le chat. Vous êtes le premier groupe à prendre connaissance du lancement du nouveau défi Impact Climat, dont j'ai mentionné que Catherine et le Cégep de Jonquière ont gagné un des prix. Et l'année dernière, c'était le Cégep de Matane. Donc, vous avez toutes les chances de gagner avec le défi Impact Climat. Et si vous n'êtes pas au courant, je crois que le lien n'est pas encore, ça va être un lien demain, on va avoir le lien vers le concours de ce semestre, du printemps. Et aussi, si ça vous intéresse et vous voulez avoir plus d'infos, soit mettez votre courriel dans le chat ou envoyez-nous un courriel à impact@scican.org qu'on pourrait remettre dans le chat parce qu'on pourrait vous inviter à une rencontre demain qui va présenter le défi. Donc, qui va vous laisser savoir tous les détails. On a eu Catherine comme présentatrice avant Noël pour parler de comment ils ont pu gagner au Cégep de Jonquière. Donc, c'est pas trop difficile de le faire et vous pouvez vraiment recevoir du soutien pour tous vos initiatives écologiques et y inclut l'alimentation. Donc, le défi inclut un défi sur l'alimentation écologique. Donc, prochaine diapo. Ah, et puis j'aimerais dire aussi que le Cégep du Vieux-Montréal et Pascal ont préparé les prix, les plaques ou les trophées, finalement, ont été créés par des étudiants du CVM. Super, fantastique, Pascal. On est très reconnaissant de ce que vous avez fait avec vos étudiants, avec le plastique recyclé. Oui, Chantal, vas-y. Non, non, OK. Tu voulais dire bravo, hein, c'est ça. Aussi, on vous invite à participer au congrès, au pré-congrès que vous voyez sur l'écran. Donc, on a justement
le portail est ouvert pour soumettre des propositions d'ateliers. Donc, on a déjà reçu plusieurs ateliers, propos d'ateliers de cégep et bien sûr de beaucoup de collèges. On n'a pas encore reçu quelque chose du Collège Boréal, Sabine, juste pour te le dire. Donc, on recherche des présentations, des ateliers sur des aspects écologiques de ce que vous faites. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être la recherche appliquée, ça peut être en transport, en alimentation, ça peut être votre plan d'écologisation institutionnelle, ça peut être la pédagogie écologique, comment vous intégrez ça dans vos programmes. Donc, encore une fois, le lien est dans le chat pour vous proposer comme présenteur panéliste ou simplement pour vous inscrire à venir participer à Calgary. On va avoir des visites aux collèges qui sont à Calgary. On va avoir une présentation de la mairesse de Banff. On aura d'autres présentations super intéressantes de jeunes personnes autochtones qui vont nous parler de l'importance de l'action climatique avec la lentille autochtone. Donc, c'est vraiment la première fois qu'on fait ça. On aura aussi des panélistes qui viennent de l'Europe et d'autres parties du monde. Donc, finalement, le lien vers le financement pour les laboratoires vivants. Donc, appliquer pour un projet financé par SICAN. Ça peut être dans le domaine de l'alimentation, mais aussi bien dans le transport, la réduction des matières résiduelles. Ça peut être pour les bâtiments et l'aménagement paysager ou bien les approches autochtones vers la durabilité. Donc, voilà les détails sur l'écran. Et si vous avez des questions, Laetitia, Sandra et moi, on est prêts à vous répondre. Appliquez. Aussi, nous avons un groupe de travail sur les émissions de gaz à effet de serre de la portée 3, où se trouve l'alimentation et le transport et la gestion des matières résiduelles. Donc, vous pouvez, si ça vous intéresse et vous travaillez sur la réduction des GES sur votre campus ou vos collègues qui le font. Donc, si ce n'est pas vous, mais vous connaissez que quelqu'un à votre cégep au collège travaille là-dessus, ils peuvent se joindre à notre groupe de travail technique. Malheureusement, le congrès va être juste en personne, sauf quelques exemples ou exceptions de présentation virtuelle. Donc, si vous avez quelque chose à présenter, mais vous n'êtes pas prêt à voyager pour diverses raisons, on veut rendre accessible la possibilité de présentation, mais nous ne pouvons pas offrir un congrès hybride parce que ça double le travail qu'on a à faire. C'est très, très compliqué. Mais pour présenter, oui. Donc, si vous voulez présenter quelque chose, on pourrait peut-être vous accommoder au virtuel. Donc, ça vaut le coup de communiquer avec nous ou de soumettre votre proposition en notant vos besoins. Donc, merci beaucoup à tout le monde. C'était vraiment fantastique de vous voir en grand nombre avec nous. S'il vous plaît, restez en contact. On aimerait bien continuer notre collaboration avec tout le monde. Donc, merci à Rémi-Paul, Sabine, Chantal et Eva. Et espérons à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, c'était très inspirant. Merci, Catherine. Bye-bye, à la prochaine. Merci tout le monde. Merci à tous.